Ensuite, Afida Zamou de Unilassal Rouen. Et Fouzia Kadraoui de l'ESITC Caen. Et donc moi je me présente, je suis Véronique Pape, je dirige Construction 21 qui est un métier social spécialisé sur les sujets du bâtiment et de la ville durable. Et donc nous sommes le partenaire communication de ce projet. Alors d'abord je vais commencer par vous demander de vous présenter qui vous êtes, vous personnellement bien sûr, et puis aussi quelle structure vous représentez et quel rôle vous avez joué dans ce projet. Allez, honneur aux dames, allez-y, je vous en prie. Donc je suis Afida Zamou, donc je suis chargée de recherche à Unilassal. Unilassal, c'est une école d'ingénieurs en agriculture qui est basée en France sur 3 sites. Un à Beauvais, c'est la maison mère, donc Sartre-Beauvais, à Rouen, donc notre site est sur Rouen, et à Rennes maintenant. Donc voilà, donc nous sur ce projet européen, donc on s'occupe en fait de prototype premier, qui est voilà, de la valorisation de la moelle de maïs en panneaux particuliers. Bonjour à tous, Fouzia Kadraoui, je suis enseignant-chercheur à l'ESITC Caen. Donc l'ESITC Caen, c'est une école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction qui est située donc à Caen. On forme donc des ingénieurs qui arrivent donc soit après le bac, soit après un bac plus 2. On travaille principalement donc sur les matériaux de construction. À titre d'exemple, donc on travaille sur des bétons biosourcés, notamment donc des bétons avec des fibres de lin, par exemple. Donc, des partenaires d'un projet qui s'appelle Béton Lin et qui est terminé maintenant. On travaille sur tout ce qui est terre-paille, par exemple, dans la partie des groupes environnementales. On travaille aussi sur des structures maritimes, donc des ouvrages maritimes, notamment des récifs artificiels. Et donc on est partenaire du projet SPWRC et on s'occupe principalement donc, du prototype 2 qui est un isolant à base de déchets de liquide. Alors Cédric. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Cédric Bécher, je suis directeur associé et cofondateur d'un cabinet de conseil en environnement et développement durable qui s'appelle Nomadeis, qui existe depuis 18 ans maintenant. Donc très heureux d'être avec nos partenaires ce matin et merci à Construction 21 et à Passibat aussi de nous accueillir pour vous parler de ce projet. Vous avez vu en amont, on n'a pas choisi le nom sur la base de sa prononçabilité. Alors tu t'en es bien sorti, mais c'est pas facile à dire, mais on va essayer. Voilà. Je vous maudis à chaque fois que je vous dire. Donc, mais on va quand même essayer de vous raconter en un mot voilà, en quoi consiste ce projet, pourquoi il nous passionne beaucoup. En un mot, Nomadeis, nous on est donc un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets liés à la transition énergétique et écologique. Donc on travaille beaucoup sur le développement des filières à fort potentiel, notamment dans le domaine de la construction durable, mais aussi de la mobilité durable, du génie écologique, de l'eau, de l'énergie. Voilà, donc ça c'est notre principal sujet d'activité. On travaille beaucoup avec des territoires et avec des industriels. Donc la moitié de notre activité concerne le secteur public sous toutes ses formes, le ministère de la Transition énergétique, l'ADEME, l'ANSES, des communautés de communes, des régions, des départements. C'est un premier volet de notre activité pour des études liées au développement de ces nouvelles filières de l'économie verte. Voilà. Et deuxième volet de notre activité, c'est pour le monde industriel. Donc on travaille pour à la fois des très grands acteurs industriels, mais aussi des fédérations professionnelles, pour les aider dans leurs projets d'innovation, mais aussi leur démarche de responsabilité sociale des organisations, leur réflexion sur l'évolution de leur modèle économique. Et naturellement, l'économie circulaire, là en l'occurrence appliquée au cas de la construction et du bâtiment, est un sujet majeur pour nous. Voilà, on est basé à Paris, on travaille principalement en France métropolitaine et outre-mer. On développe beaucoup nos activités en ce moment à La Réunion, à Mayotte et dans différents territoires d'outre-mer où ce sujet des matériaux locaux, de l'éco-construction, des écomatériaux, c'est des sujets qui sont en train de monter très fort. Et on travaille aussi à l'international pour des études comparatives et des études de marché. Voilà, quelques mots. Merci Cédric. Donc je vais compléter cette présentation des partenaires français du projet donc, par Construction 21. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un média social qui a démarré en 2012 grâce à un autre projet européen. Notre plateforme web a pour objectif de fournir à tous les professionnels du secteur, donc potentiellement vous êtes tous des lecteurs ou des contributeurs potentiels de cette plateforme web, pour diffuser les bonnes pratiques et la connaissance autour de la construction et de la ville durable. Donc on s'adresse à l'ensemble de la filière, à tous les professionnels, qu'ils soient architectes, bureaux d'études, promoteurs, aménageurs, industriels, académiques, étudiants, chercheurs. On s'adresse vraiment à la totalité de la filière
Et tous, autant que vous êtes, vous pouvez contribuer. Si vous êtes parmi les professionnels avancés, je sais qu'à Passivat, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à utiliser notre plateforme pour montrer ce que vous faites, le partager avec le reste de la profession. Vous aiderez globalement la profession à progresser. Et puis surtout, ça vous aidera aussi à développer vos marchés. Et on sait bien que la transition écologique, elle ne se fera que si il y a aussi des marchés qui se développent derrière et que ce qui est aujourd'hui fait par quelques-uns devient demain le standard. Donc sur Construction 21, il y a différents types de formats. Il y a des articles, des vidéos, un agenda d'événements. On trouve aussi des communautés thématiques en ligne. On anime régulièrement des dossiers. Par exemple, en ce moment, on a un dossier en cours sur la résilience. Il y en a d'autres qui arrivent sur l'eau bientôt. Il y en aura d'autres sur les quartiers bas carbone. Sur le bâti tropical. Ou sur le bâti tropical qui sera piloté par un de nos adhérents, donc l'Omadeis. Donc j'ai oublié de dire qu'on était sous forme associative, donc avec une grande implication de nos adhérents. Donc nos dossiers sont pilotés chacun par des adhérents. Donc l'Omadeis effectivement a pris le lead pour celui qui sera sur le bâtiment tropical fin août, début septembre. On en aura aussi d'autres sur l'économie circulaire, etc. Donc, je vous invite à rejoindre l'initiative, éventuellement l'association pour nous aider à aller encore plus loin. Et dernière chose que je voulais dire, on organise tous les ans un concours qui s'appelle Green Solutions Awards, qui est un concours de bâtiments exemplaires, parce que dans les formats qu'on propose aussi aux professionnels, il y a des études de cas qui décrivent de façon assez détaillée soit des bâtiments, soit des quartiers, soit des infrastructures durables. Et donc on organise autour de tout ça un concours qui est d'abord français, qui est ensuite international. On remet nos prix à la COP, donc ça apporte une visibilité absolument exceptionnelle. On a eu plus de 4 millions de vues l'année dernière. Donc, vous avez ici la brochure des gagnants de l'année dernière. Il y en a quelques-unes à votre disposition pour ceux que ça intéresse. Et sachez que le concours a redémarré il y a quelques semaines et que vous avez jusqu'au 10 juin pour proposer des projets réalisés. Ils doivent être livrés avant la fin du mois de juin pour l'édition 2019. Je vous invite à participer nombreux parce que c'est une excellente source de visibilité. Vous verrez cet après-midi, peut-être si vous êtes encore là, nous avons 3 de nos lauréats qui viendront présenter des projets du concours 2018. Voilà, je ferme cette petite page publicitaire en disant que dans SBWRC, on est le partenaire communication, parce que nous, notre métier, c'est la communication digitale. Et notamment, on anime 2 communautés en ligne, l'une sur Construction 21 France, l'autre sur Construction 21 International en anglais, puisqu'on est sur la France et l'Angleterre, et qu'on produit la newsletter. On a produit des vidéos que vous pourrez voir sur notre stand et sur le site, etc. Et donc on a produit tout un tas d'éléments de communication. Donc je vous propose de passer cette phase de présentation et de rentrer dans le vif du sujet. Alors peut-être en montrant tous les... Alexia, si tu peux nous passer les partenaires du projet, voilà. Et que tu puisses donc nous raconter qu'est-ce que c'est que ce projet. Alors, en 2 mots, pour planter un peu le décor du débat de ce matin concernant ce projet, et sans rentrer trop dans le détail, c'est un projet qui est né en 2017, ce projet de coopération. L'Omadeis venait de terminer une étude pour les pouvoirs publics en territoire normand sur les filières à fort potentiel en lien avec la transition énergétique. Évidemment, on avait regardé ce qu'il y avait trait aux matériaux, à la construction et à d'autres filières. Et les pouvoirs publics nous ont, je tiens à leur donner ce coup de chapeau, leur passer ce coup de chapeau aussi, fortement incité à regarder comment on pouvait éventuellement bâtir un consortium pour travailler à la mobilisation de financement européen sur ce sujet de l'économie circulaire appliquée au bâtiment. Ça nous paraissait un peu lointain pour nous, on n'avait jamais monté de projet européen, ça nous paraissait un peu une frontière infranchissable, quelque chose de très compliqué, et force est de constater que c'est pas simple, et maintenant on commence à être un peu rodé. Et donc ce projet il est vraiment né à la fois d'une impulsion des pouvoirs publics français qui nous ont incités en tant qu'acteurs, même toute petite entreprise, L'Omadeis, on est 15 personnes, on n'est pas du tout Veolia ou Saint-Gobain, à s'associer avec des partenaires comme Construction 21, des partenaires académiques, je vais y revenir, des partenaires industriels, pour aller mobiliser des financements fédéraux. Donc vraiment, impulsion pouvoir public et puis une aventure entrepreneuriale pour chacun des membres. Alors, les grands objectifs de ce projet, vous allez voir, c'est pas du tout de la recherche fondamentale. Ça va vraiment, l'idée c'est d'aller jusqu'au marché. On va en reparler ce matin. On arrive dans une phase maintenant du projet où on a envie de faire connaître tout ce travail avec ses forces, ses faiblesses, les questions qui restent ouvertes, mais aux industriels et aux acteurs des marchés, puisque c'est ça l'objectif. Donc au départ, vous voyez le terrain de jeu, il y a une carte qui est affichée. Le terrain de jeu, donc, puisque le financement européen qu'on a, c'est un financement international donc, qui porte sur nord de la France et sud de l'Angleterre. Donc c'est une région vraiment qui est sur 2 pays. Et l'objectif, c'est de faire collaborer les acteurs économiques, les acteurs de la recherche dans ces 2 territoires
sur le sujet de l'économie circulaire appliquée au bâtiment. Donc d'abord l'objectif c'était bien d'étudier dans cette zone toute une palette de ressources et de gisements donc biosourcés et de matériaux issus de déchets peu valorisés, des matières qui pouvaient justement constituer des sources intéressantes pour développer des nouveaux matériaux isolants. Donc ça c'était vraiment l'entrée, le point de départ du projet. Ensuite, naturellement, l'idée c'était d'aller un cran plus loin en travaillant à la conception et à la production de 3 prototypes d'isolants thermiques bas carbone innovants pour le bâtiment et de justement après de tester, de regarder à la fois en laboratoire et dans un certain nombre de sites pilotes comment ces matériaux se comportaient, quelles étaient les promesses qu'on pouvait tenir ou pas, quels étaient les défis qui restaient à relever, d'ensuite évaluer leur impact environnemental et aller jusqu'à une analyse économique de leur compétitivité potentielle si demain ils devaient être mis sur le marché, c'est les phases dans lesquelles on se trouve actuellement, et enfin arriver à une étape de promotion de ces produits pour essayer, alors on a cette ambition d'aller vers finalement quelque chose d'assez clé en main pour les industriels, c'est-à-dire d'avoir déjà préétudié en amont, à la fois sous un angle technique et sous un angle économique, quelles pouvaient être les conditions de mise sur le marché de ces prototypes. Évidemment, les industriels devront aussi s'approprier ce travail et lever un certain nombre d'autres barrières, mais voilà quelles étaient les premières définitions de ces objectifs du projet Interreg qu'on vous présente ce matin. Donc ensuite, on peut changer effectivement le slide. Alors, vous dire que c'est un projet qui s'inscrit donc dans ces financements FEDER. On a obtenu un taux de cofinancement de presque 70%, ou 69% pour être précis. Donc sur un projet d'1,8 million d'euros, l'Union européenne contribue à hauteur de 1,26 million d'euros. C'est un projet qui dure 32 mois, qui se termine cette année et qui réunit 8 partenaires. Je vais vous en dire un mot. Avant, je voudrais quand même souligner en fait la complexité de ce type de projet. Tout le monde parle d'intelligence collective, de nécessité, de mieux faire collaborer le monde des TPE, le monde des grands groupes, le monde de la recherche, le monde associatif et de l'économie sociale et solidaire. En fait, c'est pas simple, ça demande beaucoup d'énergie. Tout le monde en met de l'énergie. Moi, je tiens à saluer aussi l'équipe Adrien, Pierre-Louis et toute l'équipe de Nomadéis et bien sûr vos équipes qui travaillent sur ce projet. Il faut croiser des compétences qui sont pas les mêmes, techniques, commerciales, études de marché. Il faut croiser des cultures, des façons de faire, des compréhensions du marché, et c'est donc pas simple au quotidien. En tout cas, on avance et on en est très fiers collectivement. Donc, les partenaires du projet, alors nous, notre rôle, modestement, Nomadéis, c'est d'assurer la coordination générale du programme d'activité, les relations avec le secrétariat conjoint qui gère ce financement européen. C'est aussi d'intervenir sur un certain nombre d'analyses stratégiques, d'analyses économiques et d'appui aux actions de communication et de sensibilisation autour du projet. Et on travaille donc avec un partenaire industriel qui est Veolia, qui s'intéresse de près au développement de l'économie circulaire dans le bâtiment, de par ses activités déchets, son rôle justement dans l'appui à la transition énergétique et écologique et sa dimension internationale. Pour nous, c'était essentiel d'avoir un acteur industriel dès le départ dans le projet pour valider le fait qu'on était à la fois vis-à-vis de nos bailleurs et vis-à-vis de toutes les parties prenantes externes, pas dans de la recherche incantatoire, mais vraiment dans quelque chose qui pouvait être susceptible d'intéresser des acteurs qui sont concernés directement par les questions de marché. Donc un acteur industriel, 4 partenaires académiques, 2 en France, 2 en Angleterre. Voilà, donc l'université de Bath et l'université de Brighton en Angleterre et en France, donc Unilassal et les IC de Caen, qui travaillent forcément, vous en doutez, sur les volets conception, production, test des prototypes, en mobilisant leurs ressources, leurs compétences, leurs laboratoires et leur savoir-faire, et sur le volet très important, communication, sensibilisation, relais des enquêtes qu'on mène, Construction 21 effectivement comme le disait Véronique, et ASBP qui est un partenaire anglais. On a vraiment essayé à chaque fois d'avoir des partenaires miroirs. À noter qu'aux différentes étapes du projet, on essaye au maximum, au-delà de la participation de Veolia, d'intégrer des professionnels. Donc il y a eu des ateliers de réflexion collective, il y a des communautés, comme tu disais, des communautés en ligne. Il y a l'occasion vraiment, à différents moments de ce projet, aussi il y a des enquêtes qui sont menées en France et en Angleterre, pour les professionnels de la construction, de réagir, de faire part de leur perception positive ou mitigée de certains des travaux qu'on mène. Et nous, ça nous aide effectivement à progresser. Voilà, et rapidement pour vous dire où on en est en termes d'avancement. Alors on a franchi les premières étapes, bien sûr, d'études préliminaires, à la fois sur les questions de spécification des matières premières qu'on allait vouloir mobiliser. Il y a eu évidemment beaucoup de réflexions sur ce point de départ. L'évaluation des gisements, des flux, les questions d'analyse juridique, alors sans entrer non plus trop bas dans l'entonnoir, mais ça faisait partie des éléments importants pour recadrer notre travail au départ. Les éléments aussi liés à l'analyse des systèmes constructifs, on s'intéressait à la
typologie du bâti, à minima en tout cas dans les territoires qui sont les territoires d'implémentation de ce projet SBWRC, et sur les premières étapes bien sûr de préconception des matériaux. On a également coché l'étape de conception, production et test en laboratoire de mini-prototypes. Donc ça c'est fait et ça a été terminé il y a peu. Et maintenant on est vraiment dans les deux dernières phases, puisque ça se termine cette année, de production des prototypes en taille réelle pour les déployer et les tester sur des sites pilotes, et d'avancer en parallèle sur les sujets liés aux ACV, analyse cycle de vie, et aux aspects économiques liés à la potentielle commercialisation de ces matériaux. Voilà. Et j'en dirai un mot à la fin, mais vous êtes vraiment tous, merci d'être présents ce matin, et vous êtes tous très bienvenus pour élargir le cercle de parties prenantes de ce projet, qui n'a pas du tout vocation à être restreint aux 8 partenaires qui l'ont lancé et qui le développent, mais qui a maintenant vocation à s'ouvrir beaucoup plus largement maintenant qu'on s'approche de ces phases finales. Voilà Véronique, ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup Cédric. Donc vous avez pour l'instant les 3 prototypes en images. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a derrière les images. Donc Afida, si tu veux commencer. Voilà. À nous expliquer donc le prototype sur lequel vous avez travaillé à Rouen. D'abord, pourquoi ce matériau, et ensuite qu'est-ce que vous avez cherché, qu'est-ce que vous avez trouvé. D'accord, merci. Merci Véronique. Donc nous, au niveau de Unilassal, donc on est partenaire académique pour travailler en fait sur le prototype 1 qui consiste vraiment à valoriser la moelle de maïs. Donc pourquoi la moelle de maïs? Pourquoi on s'intéressait à cette matière-là? On est une école d'ingénieur en agriculture, donc et on cherche à valoriser tout ce qui est coproduit agricole. Et au niveau de la plante de maïs, en fait, surtout le maïs grain, la plante, la tige, en fait, il n'est pas du tout valorisée. C'est toujours en fait, voilà, il est broyé, voilà, il est remis à la terre, mais il n'est pas du tout en fait valorisé autant que matériau. Donc on a sollicité en fait l'expertise de Numadis pour faire une cartographie de la disponibilité en fait de la matière première, pour voir vraiment est-ce qu'il y a des quantités assez vraiment pour travailler sur cette matière. Donc ils ont fait une cartographie qu'on voit en fait ici et qui montre vraiment qu'il y a une capacité de 400 000 tonnes en fait de maïs disponible dans la région Interreg, ça veut dire le nord de la France et le sud-est de l'Angleterre. Donc voilà, donc il y a de la matière sur quoi on peut travailler. Et donc nous, en fait, au niveau de la tige de maïs, on s'est intéressé plutôt à la partie intérieure de la tige. C'est ce qu'on appelle la moelle, voilà, de maïs. Et on ne s'est pas intéressé en fait à l'écorce, vraiment qui est la partie extérieure, parce que la moelle elle a des propriétés en fait thermiques intéressantes. Donc c'est une matière très poreuse et on voulait vraiment exploiter cette porosité pour en faire un isolant thermique. Donc voilà. Donc on voit bien que voilà la tige, donc qui est séparée en deux, donc la partie écorce et moelle. Et l'image qu'on voit en bas, c'est une image de MEB pour voir vraiment la microstructure de cette matière qui est vraiment très poreuse. Donc voilà. Merci. Donc au niveau procédé, donc on a pensé à faire un panneau de particules et pas voilà notre matériau. Parce que voilà, donc on a pensé à l'échelle industrielle, donc voilà, une fois qu'on prépare un matériau, il faut qu'il y ait une facilité de transfert d'échelle. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a pensé à des panneaux de particules où il y a déjà des équipements industriels existants pour faire le transfert d'échelle. Donc voilà, donc on a travaillé sur une formulation sans liant ajouté, c'est vraiment que de l'eau et avec de la matière, donc vraiment à très très faible coût. Donc on a pressé en fait, donc c'est un panneau qui est composé de 3 couches. Donc comme vous voyez ici en fait, donc il y a la partie extérieure, donc c'est des couches fines qui viennent vraiment juste pour apporter en fait voilà, pour qu'on puisse en fait manipuler le produit facilement. Et il y a la partie cœur qui est pressée, voilà, donc qui est vraiment, on va dire pressée légèrement comparée aux couches externes pour en fait justement garder cette porosité et l'exploiter pour un isolant thermique. Donc voilà au niveau du procédé. Donc voilà, donc on a fait des panneaux de particules de 15 sur 15 avec un épaisseur de 2,5, donc ça au départ, et après avec les couches externes, donc ça fait plutôt 3 cm en épaisseur, et on a même fait, allé à l'échelle de faire en fait un panneau de particules de 30 sur 30. Donc voilà.
Donc au niveau des propriétés en fait qu'on a cherché à savoir, c'était voilà, la tenue mécanique. Donc on a fait des essais mécaniques pour savoir un peu la résistance mécanique de ce panneau. Donc on voit en fait les valeurs qui sont affichées. Voilà, donc on a fait de la flexion 3 points sur ces panneaux-là. Donc on a une valeur qui est 0,03 mégapascal, qui est légèrement quand même inférieure au témoin qu'on a adopté, qui est polystyrène. Donc voilà, et pour donc, les propriétés thermiques qu'on cherchait à avoir, donc c'était d'avoir de caractériser la conductivité thermique avec l'HFM, donc pour avoir vraiment sa capacité isolante. Donc on a obtenu une valeur qui est vraiment très très intéressante, donc 0,042 voilà au niveau lambda. Et on a pareil donc fait également des essais de test feu pour voir vraiment si ce matériau-là on pourra le mettre en isolation interne voilà, du bâtiment. Donc et qu'on a comparé pareil au polystyrène, et on voit bien en fait que notre matériau en fait donc c'est une matière végétale donc voilà qui se détruit voilà avec la chaleur, mais qui a une durée voilà donc on peut avoir la destruction complète au bout d'une demi-heure, comparé au témoin qui la destruction totale est au bout de 15 secondes. Donc voilà. Donc elle a une meilleure résistance au feu comparée au témoin. Et pareil sur ce prototype-là, donc on est parti à l'échelle en fait. Donc on a fait un transfert d'échelle, de l'échelle labo à l'échelle pré-industrielle avec un de nos partenaires qui est le CODEM à Amiens. Donc où on a fait des panneaux de 1,10 m sur 1,10 m voilà, de dimension. Donc voilà, et ces panneaux-là, ils étaient envoyés à notre partenaire anglais pour faire voilà, donc, déploiement technique sur place. Merci beaucoup Afida. Donc là on voit qu'avec un prototype qui utilise une matière qui était jetée, éventuellement remise à la terre, qui n'était pas exploitée sous forme de matériaux, et donc qui était une matière qui quand même stockait du carbone pendant toute sa phase de développement. On arrive à faire donc un matériau très bas carbone, très performant en termes de thermique, plus performant en termes de thermique et de capacité à résister au feu que le polystyrène, qui est un des isolants courants du marché aujourd'hui, donc avec évidemment un poids carbone bien inférieur et avec des capacités mécaniques qui sont à peu près équivalentes, pas très loin en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Donc on va changer de sujet, on est toujours dans le biosourcé. Donc Fouzia, si tu peux nous parler du deuxième prototype. Merci. Alors le deuxième prototype, est-ce que vous pouvez aller sur... Merci. Ça on en a déjà parlé, donc je veux bien qu'on aille directement sur le prototype 2. Voilà, merci. Donc le prototype 2, il s'agit donc d'un panneau isolant à base de déchets de literie. Alors pourquoi les déchets de literie? Donc c'est ce qu'on appelle le polyester. Pourquoi on s'intéresse à cette matière première? Tout simplement parce que c'est des déchets qui n'ont pas de deuxième vie, on va dire aujourd'hui. Et donc on cherche à valoriser, donc pourquoi pas dans le domaine de la construction. Donc c'est une proposition qui a été faite de la part de nos partenaires anglais, notamment l'Université de Brighton, donc qui ont souhaité travailler sur cette matière-là et donc la valoriser dans la construction sous forme donc, de panneaux isolants. Donc nous, on s'est intéressé donc d'abord à la caractérisation de cette matière première, sachant que d'abord on avait deux matières premières. On avait donc le polyester, donc déchets de literie, on avait aussi des déchets sous forme donc, de plumes de canard. Donc on devait d'abord caractériser les deux et donc en fonction des résultats choisir donc, la matière première à utiliser dans nos panneaux. Donc chose qu'on a faite. Et donc effectivement là vous avez donc les caractéristiques donc, de la matière première. Donc, on s'est rendu compte en travers les essais qui étaient effectués, donc c'était principalement des essais physiques, mais il y avait aussi des tests optiques, que le polyester résiste mieux que les plumes de canard. Donc on est parti sur le polyester, donc là vous avez les différentes caractéristiques, notamment donc, la teneur en eau et puis la masse solidique. Donc ensuite, nos partenaires anglais nous ont envoyé donc, des mini-prototypes qui étaient réalisés avec le polyester. Donc des mini-prototypes avec, qui sont tout simplement des panneaux qui ont un petit peu la taille de ce qu'on a ici. Donc 30 cm par 30 cm et 10 cm d'épaisseur. Donc ces panneaux-là étaient, les premiers mini-prototypes on va dire qu'on a reçus, il y avait à l'intérieur le polyester, mais le cadre était de différentes matières. Donc on avait soit d'OSB, soit du Tibet, mais il y avait d'autres matières aussi minérales. Donc on a testé les différents mini-prototypes, notamment d'un point de vue thermique, et
est aussi rendu compte donc, que le mini prototype avec l'OSP uniquement et le polyester à l'intérieur donnait les meilleures performances. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Merci. Donc le mini prototype, donc le T-VEC dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on voit ici sur la photo du milieu. Effectivement, donc on avait testé ça aussi, donc on a regardé la conductivité thermique, vous pouvez voir donc la température ambiante à 20 degrés, donc on est à 0,056, donc c'est très intéressant d'un point de vue thermique. Ce qui nous posait problème, c'est que le T-VEC, notamment par rapport à la résistance au feu, posait donc un petit peu de problème. Du coup, on est parti sur l'OSP sur toutes les faces, donc les 6 faces qu'on voit ici. Et donc on a réalisé le prototype à échelle réelle, donc qui fait 2 mètres par 2 mètres, avec 10 cm d'épaisseur. Tu ne nous l'as pas amené celui-là. Pardon? Tu ne nous l'as pas amené aujourd'hui celui-là. Non, c'était pas possible. Donc si vous pouvez aller sur le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a reçu, il faut savoir qu'on n'a pas reçu le polyester tel en fait, pas sous cette forme-là. Donc on a reçu tout simplement les couettes et les oreillers, pour voir vraiment que c'est des déchets, voilà, qui sont utilisés et qui doivent être mis en décharge. Donc on a reçu qu'on a dû extraire le polyester de ces couettes. C'est pour ça qu'on vous montre la photo en haut à gauche, qui est quand même intéressante. Parce qu'on a dû quand même tirer pas mal pour enlever le tissu et puis toute la couture qui était faite. Ensuite, donc on a réalisé, je profite pour dire qu'il y a eu une partie de traitement de ces couettes, parce que c'est des déchets. On a dû passer par un centre pour désinfecter tout ça avant de pouvoir de travailler. Donc une fois qu'on a extrait le polyester, donc on a réalisé donc, le panneau en OSP que vous voyez ici. Donc toutes les faces étaient en OSP. Et ensuite donc on a mis en place les différentes couches de polyester à l'intérieur et on a reformé. On aurait pu faire mieux en assurant l'étanchéité, notamment sur les côtés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais qui pourrait être fait parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais là c'était juste par un système de vissage tout simplement sur les différents côtés. On aurait pu aussi apporter des couches pour assurer l'étanchéité, notamment à l'air. Donc voilà le panneau que vous voyez, donc OSP plus polyester plus OSP. Et après donc on est passé à la phase donc, de test thermique. Donc vous voyez ici donc, notre système, notre procédé donc, de test dans les chambres climatiques. Donc on a des chambres climatiques, notamment donc 2 chambres avec une ouverture au milieu. Donc ils sont connectés avec une ouverture au milieu. Et donc il y a une chambre froide, une chambre chaude. Et puis donc on réalise le test dans ces chambres-là, avec évidemment une acquisition à côté qui permet donc de récupérer les données. Donc là vous voyez le caisson dans lequel donc, on va poser l'échantillon, le prototype à taille réelle. Le caisson il a une ouverture, donc il y a ces dimensions là, donc les dimensions 1,27 par 1,46 et 60 cm sont les dimensions donc, qui permettent de réaliser le test si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va mettre un échantillon qui fait 2 mètres par 2 mètres, mais les mesures ne vont pas être effectuées sur les 2 mètres par 2 mètres, mais uniquement sur cette zone là, cette surface qui est de 1,27 par 1,46, donc c'est un test qui est normalisé. Et donc là, c'est notre caisson, donc, dans lequel on va venir, qui va être posé sur l'échantillon. Vous avez l'échantillon dans l'ouverture ici, et puis le caisson va venir se mettre sur l'échantillon pour pouvoir avoir des mesures sur la surface donc, ici indiquée. Et à droite, donc, vous avez l'échantillon, le panneau donc, qui est de 2 mètres par 2 mètres. Donc les tests ont été réalisés, donc là c'est juste pour vous montrer le système d'acquisition qui va avec les chambres climatiques. Et on a eu donc une conductivité thermique de 0,05, donc ce qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc sur le mini prototype c'était 0,056. Bon, il y a un petit effet d'échelle aussi, hein, en passant du mini prototype au prototype. Donc on est à 0,05 avec une résistance thermique ici de 2 pour l'épaisseur qu'on a utilisée. Hein. Si on augmente l'épaisseur, on pourra avoir quelque chose qui est encore plus intéressant d'un point de vue thermique. Nous avons quelques perspectives, je dirais, parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc là on est parti uniquement sur l'OSP, de partout, sur toutes les phases. On s'était dit que ce serait intéressant aussi de pouvoir remplacer donc, une des phases, voire les deux, par le T-VEC. Alors pourquoi le T-VEC? Parce qu'en Angleterre on utilise le T-VEC parce qu'en Angleterre on utilise beaucoup cette matière-là, comme par air, voire par vapeur.
paille, pardon. Comme nos partenaires anglais ont la Westhouse, donc une maison dans laquelle il y a pas mal de matériaux à base de déchets recyclés, donc on s'était dit que ce serait intéressant aussi d'utiliser cette matière-là, qu'ils ont l'habitude d'utiliser là-bas, et puis voir l'influence de la matière sur la conductivité thermique et notamment les performances thermiques du panneau, donc du prototype. Donc on va partir sur un panneau avec Tyvek des deux côtés, les 2 mètres par 2 mètres, et du polyester à l'intérieur toujours, ou sinon un panneau comme on a vu sur le mini prototype, une face en Tyvek, une face en OSB. Et voir ce que ça donne comme performance. Ça fait partie des perspectives qu'on va réaliser dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tia. Donc là, on voit qu'on était sur un autre registre. On récupère un gisement important de couettes, parce que quand les gens n'ont plus besoin de leurs couettes, ils les donnent dans des filières de recyclage, mais globalement derrière, on n'en faisait rien. Et ce n'est pas des choses sur lesquelles il y a de la réutilisation. Enfin, on n'achète pas trop des couettes sur le bon coin parce qu'il y a toujours des questions sanitaires qui font que les gens hésitent. Donc là, il y a un gisement absolument énorme qui pourrait tout à fait trouver des débouchés intéressants en termes de matériel d'isolation. Le 3e prototype a été testé à Bath, donc on n'a pas nos amis anglais aujourd'hui avec nous, mais Adrien de Nomadéis va nous raconter ce qu'ils ont fait avec le 3e matériau qui est de la paille de blé. Merci. Effectivement, oui, l'Université de Bath n'est pas présente aujourd'hui, donc je vais présenter rapidement, sans rentrer trop dans les détails, les aspects de leur prototype qui est de paille de blé. Donc, la paille de blé est un isolant qui est déjà beaucoup utilisé, vous l'avez peut-être vu dans ce salon, c'est pas mal utilisé. Effectivement, c'est une ressource plutôt abondante en tant que coproduit agricole, même si une bonne partie de ce coproduit est déjà utilisé pour le paillage des sols ou comme fourrage, il reste quand même malgré tout une assez grande ressource qu'on pourrait utiliser dans le milieu de la construction. On va dire la plus-value du travail de l'Université de Bath a réellement été d'essayer d'optimiser la capacité de cet isolant en paille, d'optimiser sa capacité d'isolation, puisqu'ils se sont aperçus finalement qu'on pouvait optimiser cette isolation en fait en orientant les pailles de manière pensée et de manière contrôlée. Ils avaient fait des tests préliminaires où on observait une réduction de la conductivité thermique si on réellement on essayait de mettre en place les pailles de manière parallèle et ces pailles parallèles soient perpendiculaires au flux de chaleur. Et là, on optimisait la capacité d'isolation de ce prototype. Et donc, à cette fin-là, ils ont mis en place une machine qui permettait en fait de réorienter, d'optimiser l'orientation des pailles et également de la compresser. Et c'est la petite machine que vous voyez ici. Et l'idée, donc, c'est de partir d'un produit qui existe, donc des bottes de paille rectangulaires, et de les rebotter, de les recompresser, de changer l'orientation, d'optimiser l'orientation des pailles. Et donc à partir de ces bottes optimisées, et donc là c'est là où la conductivité thermique est particulièrement intéressante, c'est qu'on descend à donc un lambda de 0,045 qui est donc plus bas que les expériences qui avaient été menées par le passé, notamment en Allemagne et alors là, il y a juste une petite vulnérabilité, bien évidemment, c'est pas la dégradation complète en 80 minutes, ça c'est plutôt l'inflammabilité. Donc l'inflammabilité avait été testée, qui était plutôt bonne, malgré parfois une perception que la paille c'est particulièrement inflammable. Là, on avait quand même une très bonne résistance au feu. Évidemment, c'est biodégradable. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur les autres propriétés hygrothermiques parce qu'elles sont en cours de test. Là, vous avez sur l'image le prototype à taille réelle qui est en ce moment même dans des chambres climatiques pour différents tests hygrothermiques. En revanche, ce sur quoi le partenaire a pu avancer également, c'est donc sur l'ACV qui a dû été complété. Sans surprise, l'ACV d'un isolant en paille est un bilan carbone très très faible, voire même négatif. Son inconvénient principal qui avait été rapporté par le partenaire, donc
donc un potentiel d'eutrophication élevé. Et en fait, ils se sont aperçus que uniquement le transport contribuait à l'impact environnemental et carbone de ce prototype. Donc globalement, c'était un prototype particulièrement intéressant en termes d'empreinte carbone. Donc, voilà, c'était en quelques mots le prototype de l'Université de Bâle. Merci beaucoup Adrien. Reste là. On va rajouter une chaise parce qu'on a un invité qui va nous continuer à nous parler de travail. Donc je suis ravie d'accueillir Nicolas Rabuel du réseau, je ne me trompe pas, Réseau français de construction paille. Installez-vous. Vous allez nous parler du projet Upstro. Ce que je voudrais juste dire avant de passer la parole à Nicolas, c'est que nous avons tourné des vidéos, donc les équipes, les différentes équipes de recherche ont expliqué leur travail. Vous avez eu la chance de les voir en direct et de rencontrer nos chercheurs en direct, mais il y a aussi des chercheurs anglais qui ne sont pas là aujourd'hui. Et donc on a tourné 3 vidéos qui racontent l'histoire des 3 prototypes que vous pouvez voir sur notre stand B25 là un petit peu plus loin. Donc on a un ordinateur qui les montre en boucle. Et puis on va les publier dès demain sur notre site, sur les communautés en ligne, donc sur construction21.fr pour le français, .org pour l'anglais. Donc n'hésitez pas à aller les consulter et à nous interroger si vous avez des questions. Nicolas, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci à Construction 21 et Nomadélis de m'avoir invité à présenter le programme Upstro, le projet Upstro. Donc il y a un autre programme Interreg Nord-Europe, voilà, donc qui se répartit sur 5 territoires, enfin 5 pays, et pas toujours la totalité des pays, donc la moitié nord de la France, la moitié nord de l'Allemagne, la totalité de la Belgique, la Hollande et la Grande-Bretagne. Oui, on peut revenir sur la carte effectivement. Donc voilà le territoire. Ce programme Upstro a l'ambition de développer le marché de la construction paille, particulièrement au secteur public, les marchés publics et en circuit urbain, mais au sens large. C'est un projet qui recense, qui met en œuvre une 50aine de livrables dans le but de développer le marché de la construction paille, en passant par tout un tas d'actions comme travailler sur une base de données européenne, recenser des projets, recenser les producteurs, faire des cahiers des charges, faire des kits techniques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses pour faciliter le développement de ce marché. Donc ce programme qui a démarré en 2015 lors des rencontres européennes de la construction paille et montargie, c'est la rencontre de plusieurs acteurs qui a fait émerger l'idée folle pour une association de se lancer dans un projet européen. Donc comme il a été dit, c'est pas une mince affaire. On ne savait pas vers quoi on allait, et je pense que si on l'aurait su, on l'aurait pas fait. Maintenant vous êtes content? Oui, maintenant, de toute façon il est trop tard pour regretter, donc on est dedans. Et donc ce projet a réellement débuté en 2017. Donc là il est en cours pour tous les livrables rendus juin 2020, si tout va bien. Donc pour l'instant ça avance. Alors la programmation s'adapte au fur et à mesure qu'on avance. Certaines choses étaient prévues pour être finies plus tôt et le seront plus tard, et d'autres inversement. Mais voilà, ça avance. Et on a notamment dans le projet l'ambition de réaliser 5 projets pilotes, un par pays. Donc le premier, donc on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc pour les Anglais, donc c'est un visitor center, un centre, un accueil de touristes, à Hastings, dans un parc naturel. Donc ils ont pour projet de faire un bâtiment en paille porteuse. Donc là c'est la technique de la paille porteuse qui va être expérimentée sur ce projet-là, de A à Z, donc en partenariat avec la municipalité. Le deuxième projet, c'est un centre de séminaire et d'hébergement au sein d'une abbaye bénédictine dans le sud de l'Allemagne, du côté entre Munich et Nuremberg. Donc là, c'est un gros bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés qui sera avec la technique un peu celle qu'on trouve dans le cadre des règles professionnelles françaises, une ossature bois et des dalles de paille intégrées entre. Ensuite, pour la France, donc, le Centre national actuel de la construction paille à Montargis, qui héberge la maison Feuillette, où siège la maison Feuillette, une vieille maison en paille connue
en Europe, construite en 1920 par un ingénieur d'équipe Eiffel. Donc cet espace a vocation à devenir le centre européen de la construction paille, avec la réalisation de plusieurs bâtiments. Donc la rénovation du hangar et la construction de bâtiments derrière, qui mettent en œuvre des techniques de construction en paille porteuse, en ossature bois et un petit peu d'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Et le dernier projet, non, je vous dis encore deux projets, donc le projet des Hollandais, donc là c'est de la rénovation d'un gymnase, un bâtiment municipal, donc là qui met en œuvre des caissons avec de la paille insufflée, de la paille hachée. Un procédé qui est sous avis technique en Autriche. Donc là aussi c'est assez peu connu. Je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc une solution assez intéressante. La paille hachée, c'est assez facile à mettre en œuvre en rénovation. Et le dernier projet, c'est nos amis belges qui ont lancé un marché pour la réalisation d'un bâtiment administratif, un bâtiment tertiaire pour héberger le cluster belge et d'autres administrations. Première appel d'offres qui était infructueuse, donc là ils sont de nouveau dans une démarche d'appel d'offres. Voilà, j'ai pas plus d'infos sur ce projet-là. J'ai rapidement fait un petit graphique pour préciser le gisement en France. Alors c'est juste pour la France. Ce graphique, en fait, vous voyez en jaune le nombre de mètres carrés de murs qu'on peut isoler en paille avec aujourd'hui la paille qui est disponible en France pour ça, c'est-à-dire où il n'y a aucune concurrence d'usage, elle est directement accessible tous les ans pour construire des murs, et à côté c'est la totalité de tous les besoins de tous ces secteurs-là. Donc vous voyez que demain on a de quoi faire pour construire en paille. À peu près entre 150 millions et 200 millions de mètres carrés qu'on pourrait isoler en paille, en comptant entre 40 et 50 kg de paille par mètre carré au minimum. Voilà, pour l'isolation. Aujourd'hui, la filière pour la France possède des règles professionnelles qui sont sur la liste verte de l'AQC. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a aucun frein technique ou réglementaire pour mettre en œuvre de la botte de paille en tant que matériau isolant et support rendu dans une ossature bois. Voilà. Donc il suffit juste pour la botte de paille de maîtriser ce savoir-faire, parce qu'il est bien question non pas d'un nouveau produit mais d'un nouveau savoir-faire. C'est là où j'attire votre attention. Souvent la filière est mécomprise parce que nous ne sommes pas face à une filière de production industrielle où nous aujourd'hui la filière on défend la promotion d'un savoir-faire, et un savoir-faire ça passe par l'acquisition de nouvelles compétences. Qui dit nouvelles compétences dit formation. Donc le réseau national entretient et met à jour un référentiel de formation pour mettre en œuvre la botte de paille et la concevoir dans le cadre des règles professionnelles. Dans le respect des règles professionnelles, c'est des formations pro paille. Il y en a à peu près une cinquantaine par an, partout sur toute la France. Donc c'est indispensable quand on veut se prétendre concepteur ou constructeur paille d'avoir fait cette formation de 5 jours. C'est très accessible et très riche. Et aujourd'hui on voit, on a un annuaire des professionnels et des acteurs de la construction paille sur le site du réseau français de la construction paille avec un peu plus de 200 professionnels référencés à ce jour qui sont, et vous trouverez sur leur fiche s'ils sont certifiés pro paille ou pas. Je crois que c'était la dernière diapo. Voilà ce que je peux en dire. Merci à vous. Merci beaucoup Nicolas. En tout cas, on sera ravis de vous aider à faire connaître vos techniques, vos formations pour diffuser ces nouvelles façons de construire. Donc, la Maison des Petits Cochons revue et revisitée avec les connaissances actuelles. Donc, vous pouvez rester avec nous. Peut-être on aura des questions du public pour vous. Cédric, on s'approche de la fin de notre tour d'échange. J'aimerais que tu me dises maintenant, on a découvert 3 prototypes à base de 3 matériaux différents, donc on a compris qu'il y avait des gisements importants, que ce soit du biosourcé ou du recyclé, avec des performances qui sont vraiment au rendez-vous. Et so what? Alors, merci donc à tous les intervenants et merci à tous d'avoir été présents ce matin. Tous ces matériaux, que ce soit les matériaux biosourcés ou les matériaux issus plus généralement d'économie circulaire, des matériaux innovants, pour répondre à ces besoins de la transition énergétique et écologique, et en intégrant aussi une dimension sociale, sociétale. Nous on y croit beaucoup. Ça fait 10 ans maintenant que, alors qu'on est une toute petite structure de conseil, on s'y intéresse, on appuie le ministère de la Transition énergétique, on appuie les services déconcentrés, on appuie les territoires, la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine maintenant ou d'autres, qui veulent travailler sur la mise en place, la structuration des filières. Donc on y croit, et je crois que ce qui est
ce qui vient d'être présenté démontre qu'il y a des choses intéressantes vraiment à aller creuser d'un point de vue des performances. Maintenant, derrière, effectivement, tout le travail de mise en mouvement, c'est-à-dire de structuration et de mise en mouvement des filières, il faut le faire, il reste à faire. Et ce qui est remarquable dans l'expérience qui a été présentée sur la paille, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de freins qui sont parfois spontanément évoqués sur l'absence de règles professionnelles, des difficultés de certification, des difficultés de... voilà, et je pense que le principal sujet, c'est surtout une sensibilisation des acteurs au fait que ces filières existent, que c'est pas ésotérique, c'est pas des trucs de poètes ou de hippies, hein. Je veux dire, il y a des réalités industrielles derrière. Je prends le cas de Veolia, alors qui s'intéresse surtout aux prototypes liés au recyclage des duvets. Bon, voilà, ça c'est intéressant et je pense que là aussi, si un industriel comme Veolia et c'est suivi au plus haut niveau, hein, on était encore en entretien avec Antoine Frérot qui est le patron du groupe hier, c'est suivi au plus haut niveau parce qu'il y a une volonté d'aller chercher, d'aller explorer ces nouvelles filières. Maintenant, à nous collectivement, et moi je crois beaucoup dans les étapes prochaines, à la nécessité de mettre en place des projets multi-acteurs dans des territoires, au-delà du bâtiment démonstrateur, d'avoir des grandes collectivités porteuses de ces démarches, des industriels, des acteurs associatifs, des acteurs professionnels qui vont venir achever de compléter toutes les briques pour démontrer les applications de marché. Mais on a besoin, et j'insiste beaucoup là-dessus, alors d'abord je voudrais quand même dire effectivement l'Union Européenne, on dit c'est dur et on en bave tous, hein, effectivement, pour aller les chercher et pour les gérer ces financements européens, mais je voudrais quand même dire qu'heureusement qu'ils existent. Très clairement aujourd'hui, l'Union Européenne qui n'est pas très bonne en communication et qui se fait souvent taper dessus, il faut quand même reconnaître que là ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble sur ce projet passionnant. Rien nous aurait amené, je pense, à construire ce partenariat et avancer. Donc moi je trouve que c'est très positif et ça on remercie très chaleureusement nos bailleurs et je crois que maintenant l'étape d'après, pour que ces projets-là ne soient pas simplement des beaux projets qui atterrissent avec des rapports, mais c'est vraiment qu'il y ait des acteurs qui s'en saisissent. Donc c'est pour ça qu'on fait cet appel aux industriels et de toute taille. On travaille beaucoup aussi avec des architectes, on travaille avec des maîtres d'œuvre. Cet après-midi, sur un autre sujet mais qui est pas si tropical, on anime une petite table ronde pour essayer de voir comment on peut mieux sensibiliser les architectes, les maîtres d'ouvrage publics, etc. à toutes ces nouvelles filières, à toutes ces nouvelles opportunités. Et la réalité, c'est que ça intéresse les gens aussi. C'est-à-dire que quand on interroge, et on l'a fait dans différents territoires français, différents acteurs de ces filières construction, on se rend compte qu'il y a une demande, mais surtout un manque d'information. Donc il faut faire savoir, il faut montrer qu'on est capable maintenant d'aller largement au-delà des bâtiments démonstrateurs, qu'on est capable d'avoir des vraies performances. Et donc voilà, je crois beaucoup que maintenant on cherche aussi, c'est à vous aussi de témoigner, de nous proposer des initiatives, de nous proposer des interconnexions avec ce que peut-être les uns et les autres vous faites dans vos différentes activités. Et naturellement, quand le projet s'approchera, je regarde Pierre-Louis qui travaille en ce moment dans l'équipe sur les analyses économiques. Évidemment, quand on pourra mettre dans le domaine public aussi plus d'informations sur les coûts, les aspects relatifs à la compétitivité de ces matériaux, on le fera. On est en train d'y travailler, mais on croit très fortement que voilà, tout ça n'est pas juste pour la beauté du geste, il y a des vraies opportunités de marché. Voilà. Bon, j'espère que vous avez entendu cet appel. Moi, je voudrais conclure, d'abord vous remercier tous pour vos explications extrêmement claires et intéressantes. Et puis surtout pour vous dire que l'aventure, vous l'avez compris, ne fait que commencer. Donc je vous invite vous créer un compte sur Construction 21, à rejoindre la communauté en ligne. Ça vous permettra d'être informé au fil de l'eau de tout ce qui arrive de nouveau sur le projet. Et puis globalement, on partage aussi sur cette communauté de l'information sur la construction à base de biosourcés. Ou de recycler. Je vous invite également à venir sur notre stand pour découvrir les vidéos, donc vous pourrez voir et entendre nos partenaires de tous les partenaires du projet, et notamment les Anglais qui n'étaient pas là aujourd'hui. Puis vous verrez que derrière Zia et Afida, il y a toute une équipe à chaque fois, pareil pour Nomadaïs. Et donc c'est un travail d'équipe, je crois qu'on est en tout 25 ou 30 personnes qui travaillons sur ce projet depuis maintenant 2 ans. Je voulais aussi vous dire, il y a une petite carte que vous avez trouvée sur les sièges qui présente le projet, surtout qui vous invite à répondre à une enquête. Donc il y a une enquête en ligne qu'on a lancée il y a plusieurs mois, mais vous pouvez encore y répondre. Ça nous permet de qualifier les besoins du marché sur ces sujets du matériel de construction biosourcé, recyclé. Et puis surtout, on a réalisé pour la CIBAT, il vient de sortir des presses, un flyer en français, il y en aura un autre en anglais qui sera disponible prochainement, qui présente le projet. Donc n'hésitez pas à en prendre même plusieurs exemplaires à le diffuser autour de vous. Vous avez compris que là, ce qu'on cherche maintenant, c'est intéresser des industriels et des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage aussi, bien sûr, à ces matériaux pour que ça puisse devenir une
développer de réelles filières qui permettent à la fois de construire bas carbone, de construire efficace et en plus de créer de l'emploi français. Voilà. Donc je vous propose qu'on s'arrête là pour les présentations, mais par contre on a encore un petit temps pour les questions, donc si vous avez des questions, j'arrive avec mon micro. Merci. Je suis Lionel Mallet, environ PDM, donc en région PACA, sur la construction durable. J'avais une question concernant le prototype 1. C'est une question assez technique en fait. On a parlé du lambda qu'on obtient. Par contre, je n'ai pas d'informations sur la densité, donc savoir comment se comporte ce matériau. Et sur son test résistance au feu, donc il y a pour une destruction totale. Et la destruction totale est obtenue par comment? Par combustion ou par le fait que le matériau se consume? En fait, pour la densité en fait parce que normalement, initialement, en fait, le projet c'était pour le prototype 1, il fallait juste préparer le cœur. En fait, c'est juste la partie interne, mais comme le matériau il est friable, donc c'est pour ça qu'on a pensé à amener sur confort avec les couches fines externes. Donc la densité globale du matériau c'est de 79 kg par mètre cube. Et voilà, la densité des couches fines, c'est de 400 kg par mètre cube et le cœur, c'est de 50 kg par mètre cube. Donc voilà, au niveau de la densité. Et pour le test d'inflammabilité, en fait, c'était le premier test, voilà, le premier niveau en fait au niveau incendie. Donc c'était le test d'inflammabilité par la petite flamme. Donc c'est vraiment juste une petite flamme en fait, connectée au bout du matériau. Et donc on regardait normalement la norme, il fallait que ça dépasse pas en fait 15 cm de diffusion de flamme en fait dans le matériau. Et l'autre matériau en fait donc il détruit totalement au bout de 30 minutes. On a répondu à vos questions? Ça ne dit pas si le matériau s'est enflammé ou pas. Ouais, il s'est complètement consumé en fait au bout de 30 minutes. Je sais pas si on a répondu à votre question? Alors on a une autre question. Toujours pour la même personne et très rapidement, que faites-vous éventuellement de l'écorce? Vous pouvez vous présenter, monsieur? Que faire de l'écorce? Que faire du tissu? Quel lambda si c'est pas parallèle, puisque et puis éventuellement quel air pour 20 cm, et puis vous l'avez abordé, mais effectivement l'efficacité économique. Je l'avais noté avant que vous l'abordiez, et donc ça me laisse on aimerait rien savoir, mais on sait que vous y travaillez. Puis ça dépendra des séries, ça dépendra, etc. C'est évident. Est-ce qu'on a un gap énorme? D'accord. Donc en fait pour le prototype 1, donc voilà, co-faire de l'écorce. En fait normalement l'industriel qui a essayé, voilà, parce que pour séparer la moelle de l'écorce, donc il y a un seul industriel en fait qui a breveté en fait la technique en ce moment. C'est un partenaire, voilà, c'est l'entreprise Courmont. Je sais pas si vous connaissez, voilà, donc c'est une entreprise suisse qui a un siège en Alsace. Donc voilà, il exploite en fait le maïs, voilà, français, mais c'est vraiment une société suisse en fait, qui a mis en place en fait le procédé. Et en fait, normalement, il a développé ce procédé pour faire de la tourbe. En fait, vraiment exploiter, séparer la moelle et l'écorce. Donc lui, son intérêt premier, c'était vraiment de récupérer l'écorce pour en faire de la tourbe. Et la moelle, c'était pour lui plutôt un coproduit. Alors que pour nous, c'est une matière première. Voilà. Alors, nous, ce qui était prévu dans le cadre de ce projet, c'est qu'on récupère le polyester, donc que le polyester, le véolier d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est véolier qui est le fournisseur. Sauf que, effectivement, les choses se sont passées différemment et on a eu les couettes, les oreillers, etc. Et c'était à nous de faire le tri dans tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout, enfin, c'est pas consensus sur la question du tissu. Nous, à la base, on devait recevoir que le polyester. Et c'est ça qui était étudié, si vous voulez, l'état de l'art qui était fait sur la matière première, c'était que sur le polyester, indépendamment du tissu. Donc on n'a pas du tout de réponse aujourd'hui à donner. Mais après, évidemment, on sait que même dans le béton, on a tendance à recycler du textile pour le béton. Donc ça pourrait éventuellement faire partie. Voilà, exactement dans les filières de recyclage classique. Moi, je n'ai pas compris. Quelle organisation vous étiez, pardon? Vous êtes consultant, d'accord. Okay. D'accord. Non, alors la question sur le modèle économique, évidemment, elle est importante. On est en train d'y travailler, mais il va falloir un peu de patience.
peux pas aujourd'hui vous en dire plus. Ce qu'on essaie de bâtir, c'est, sans que ça devienne une usine à gaz, un modèle qui intègre un certain nombre de paramètres sur les acteurs qui vont être concernés potentiellement par la commercialisation et l'utilisation de ce type de produits, à la fois à grands groupes ou à leur entreprise de taille plus modeste, en France ou en UK. Alors est-ce que Pierre-Louis, tu veux quand même dire un mot sans trahir trop de secrets, n'est-ce pas, mais sur le déroulé du travail? Alors oui, moi je travaille sur l'étude économique qui est en cours des 3 prototypes. Donc l'objectif c'est d'essayer d'estimer le coût de production de ces 3 prototypes. C'est pas évident puisque en fait ce sont des... pour l'instant on est juste à l'état de recherche et développement et ce ne sont pas des produits qui existent sur le marché ou qui sont produits à échelle industrielle. Donc il faut qu'on réalise des scénarios de production. Il faut qu'on soit en contact avec les chercheurs pour qu'ils essayent de nous aider, qu'ils nous disent voilà, quand je produis mon matériau, j'ai besoin de toutes ces machines, j'ai besoin de tant d'heures de travail pour réaliser chaque tâche. Donc pour l'instant, on est en train de travailler sur la boîte de paille. Ensuite, on travaillera sur la moelle de maïs et enfin sur le prototype à base de duvet. On n'a pas encore de résultats, je n'ai pas encore de chiffres que je peux vous donner sur le coût unitaire de production. Je pense qu'il va être très variable, ça dépend de beaucoup de paramètres, de nos scénarios, de quelle machine on utilise, à quelle échelle on produit. Donc ces résultats, je pense qu'ils seront disponibles dans quelques mois. Et ensuite on utilisera ces résultats pour faire une étude plus large, une étude de marché, essayer de voir, en fait, développer une stratégie de massification et d'industrialisation de ces prototypes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect économique. Merci Pierre-Louis. Donc tous ces résultats... Il y a juste Adrien qui doit réaliser. Oui, j'ai noté la question du lambda. On est autour de 0,08 dans des cas où les pailles sont par exemple, à faire parallèle par un flux de chaleur. Donc ça c'est le pire. Là. Et en les réorientant vraiment proprement perpendiculairement, on est à 0,045. Voilà. Et dans le désordre, là j'ai pas le chiffre. Vous voulez vraiment le coller, hein? Alors, un micro, oui. Avec un lambda de 0,045, vous avez pour 20 cm une résistance thermique de 4,44. Et une boîte de paille qui fait 37, vous avez quasiment un R de 8. C'est les valeurs que je vous ai données tout à l'heure, 150 millions de mètres carrés, c'est pour un R de 8. C'est une valeur moyenne des isolants de sur seconde. La laine de verre va être entre 0,32 et 0,45. Je vous propose peut-être que vous finissiez cette conversation. Ouais, il nous reste une petite minute pour une dernière question éventuellement. Mais il me reste... Ah. Bonjour, Marie Zindiche, cabinet bureau d'études environnement et EOD. Moi, je voulais savoir si vous avez travaillé sur les logiques ACV, sur les deux matériaux sur lesquels ça n'a pas été abordé, sur le maïs et le polyester. En fait, est-ce que vous avez regardé un petit peu les critères ACV et est-ce que vous avez lancé des évaluations pour avoir un petit peu de méthodologie? Oui, bien sûr, il y a eu les ACV. Qui veut répondre? Je sais qu'une étude ACV est prévue dans le cadre de ce projet. C'est l'université de Bath en fait. Voilà, c'est ça. C'est notre partenaire anglais. Donc c'est en cours et bien sûr ça fait partie du programme de travail avec comme toute bonne étude ACV un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Voilà, mais ça fait partie des prochains résultats qui pourront être livrés dans le cadre du projet. Voilà, donc, écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention et de votre attention très enthousiaste. Merci beaucoup. Et puis donc retrouvez toutes les informations. Je vous invite donc à rejoindre les communautés et à suivre la suite des résultats qu'on publiera au fil de l'eau, en gros jusqu'à l'été. Et je vous propose de tous les applaudir. Merci beaucoup, bonne journée. Et donc si vous souhaitez avoir l'occasion de découvrir d'autres projets, donc cet après-midi nous avons encore 3 ateliers qui présentent 3 bâtiments exemplaires qui ont été remarqués dans le cadre des Green Solutions Awards. Bonne journée.